Franck vs Chantal, la guerre secrète du palais d'Étoudi, 30 ans de haine, de trahison et de succession explosive. Une photo arrachée d'un mur. Un bâtiment rebaptisé. Une cérémonie de deuil empêchée. Un fils qui n'a pas pu pleurer sa mère dans les formes, parce que la nouvelle épouse de son père ne le permettait pas. Ce ne sont pas les grandes lignes d'un roman africain. Ce sont les faits. Les faits documentés, révélés ce 6 juin 2026 par Jeune Afrique dans une enquête exclusive signée Georges Doubly, une enquête sur la guerre la plus secrète, la plus explosive, la plus lourde de conséquences politiques du continent africain en ce moment. Une guerre qui dure depuis 30 ans. Qui a commencé dans un salon présidentiel en 1994. Et qui, aujourd'hui, menace de déchirer le Cameroun au moment précis où le pays en a le moins les moyens. D'un côté, Franck Biya, le fils. De l'autre, Chantal Biya, la femme. Entre les deux, Paul Biya, le père, le mari, l'arbitre qui refuse d'arbitrer. Ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes, c'est l'histoire de cette guerre. Une histoire de photos, de noms effacés, de réseaux construits dans l'ombre, de fidèles placés comme des pions sur un échiquier, et d'un pays de 30 millions d'habitants pris en otage par une querelle familiale qui a pris des proportions d'État. Restez. Parce que cette histoire, vous n'êtes pas près de l'oublier. Partie 1, contexte et fait, 1994, le jour où tout a commencé. Pour comprendre cette guerre, il faut remonter 30 ans en arrière. Nous sommes en 1992. Le 29 mars 1992, Jeanne-Irène Biya, première épouse du président Paul Biya, mère de Franck Biya, décède dans des circonstances qui ont, à l'époque, suscité de nombreuses questions. Elle avait 38 ans. Son fils Franck était encore un jeune homme. Et Paul Biya, président en exercice depuis 1982, se retrouvait veuf, seul à la tête d'un des pays les plus complexes d'Afrique centrale. 2 ans s'écoulent. En 1994, Paul Biya fait la connaissance d'une jeune femme. Son nom, Chantal Vigourou. Elle vient de Dimako, une localité enclavée de l'Cameroun, région pauvre marquée par l'exploitation forestière et l'orpaillage alluvionnaire, selon les termes de Jeune Afrique. Le contraste est saisissant. D'un côté, le président le plus puissant du Cameroun, en poste depuis 12 ans, entouré de l'apparat de l'État. De l'autre, une jeune femme issue d'un milieu modeste, d'une région que les grandes cartes politiques du pays ne citent que rarement. C'est dans ce contexte que Franck Biya, alors jeune adulte, prend une décision qui va sceller 30 années de conflit. Il décide d'intervenir. Pas pour s'opposer au remariage de son père, du moins pas ouvertement. Mais selon l'enquête exclusive de Jeune Afrique, Franck avait tenté de dissuader son père, non pas de se remarier, mais d'épouser cette jeune femme d'extraction modeste. En d'autres termes, le fils acceptait l'idée d'une nouvelle épouse pour son père. Mais pas celle-là. Pas cette femme venue de l'Est. Pas ce profil social. Paul Biya n'écoute pas. Il épouse Chantal. Elle entre au palais d'Étoudi. Elle devient première dame du Cameroun. Et Franck, le fils, l'héritier, l'homme qui avait voulu empêcher cette union, se retrouve avec une belle-mère qu'il a rejetée avant même qu'elle ne franchisse le seuil du palais. Vous imaginez l'atmosphère. Chantal sait que Franck a tenté de l'exclure. Franck sait que Chantal sait. Et au milieu, Paul Biya qui, selon Jeune Afrique, adopte dès ce moment une posture qui va définir les 30 années suivantes, refuser d'arbitrer, préférant laisser les tensions s'accumuler avant d'intervenir à minima pour limiter les dégâts. Voilà la genèse. Une blessure d'orgueil, une différence de classe sociale, une tentative d'exclusion avortée. Des ingrédients apparemment simples. Mais en politique, comme en chimie, ce sont souvent les réactions les plus simples qui produisent les explosions les plus dévastatrices. Et les décennies suivantes allaient le prouver. Partie 2, le conflit, la guerre des photos, des noms et des deuils empêchés. Il y a des guerres qui se font avec des armes. Et il y a des guerres qui se font avec des photos. Jeune Afrique révèle, dans son enquête, quelque chose qui paraît anecdotique mais qui dit tout de la nature profonde de ce conflit. Au palais d'Étoudi, selon des sources proches de la famille présidentielle, les tensions s'expriment jusque dans les détails, on se dispute pour décrocher ou raccrocher d'anciennes photos de famille. Des photos. Des portraits de Jeanne-Irène Biya, la mère de Franck, la première épouse, la femme dont le souvenir est encore présent dans les murs du palais, accrochés et décrochés selon le rapport de force du moment. Selon le camp qui l'emporte dans telle ou telle pièce, à tel ou tel moment. Une guerre symbolique, une guerre de mémoire, une guerre de territoire au sens le plus littéral du terme,
qui contrôle les murs du palais contrôle la narration de la famille présidentielle. Mais ce n'est qu'un début. Parce qu'au-delà des photos, il y a un épisode que Jeune Afrique décrit comme un tournant décisif dans l'escalade du conflit. Un épisode qui touche à ce qu'il y a de plus intime, de plus fondamental dans la relation entre un fils et sa mère disparue. La commémoration du 10e anniversaire du décès de Jeanne Irène. Nous sommes en 2002. 10 ans après la mort de la première épouse du président. 10 ans après que Franck Biya, alors adolescent, a perdu sa mère. Et dans la tradition camerounaise, comme dans beaucoup de traditions africaines, les anniversaires de décès sont des moments sacrés. Des moments de recueillement, de mémoire, de dignité. Selon Jeune Afrique, père et fils se brouillent longuement après que la commémoration du 10e anniversaire du décès de Jeanne Irène eût été empêchée. Empêchée. Ce mot est lourd. Ce mot est terrible. Un fils qui ne peut pas organiser une cérémonie pour honorer le deuil de sa mère. Pas à cause d'une contrainte logistique, pas à cause d'une urgence d'État. Mais parce que, dans la dynamique interne du palais, cela n'a pas été possible. Cela a été bloqué. On peut mesurer ce que cette situation a dû représenter pour Franck Biya. L'impuissance. L'humiliation. La rage froide d'un fils qui ne peut même pas honorer sa mère décédée dans les formes, dans sa propre maison, dans le palais de son propre père. Et puis il y a le troisième acte de cette guerre symbolique. Peut-être le plus révélateur de tous. Un bâtiment. Selon Jeune Afrique, un bâtiment abritant la fondation Jeanne Irène Biya a été rebaptisé Fondation Chantal Biya aux grandes dames des proches de l'ancienne première dame. Réfléchissons un instant à ce que cela signifie. La fondation Jeanne Irène Biya était un monument mémoriel, une institution portant le nom d'une femme décédée, une façon de perpétuer sa mémoire dans le marbre institutionnel. Rebaptiser ce bâtiment au nom de la première dame vivante, c'est plus qu'un acte administratif. C'est un effacement. C'est dire, la morte appartient au passé, le présent appartient à la vivante. Pour les proches de Jeanne Irène, et pour Franck en particulier, ce geste a dû résonner comme une déclaration de guerre. Pas une guerre déclarée, pas une guerre officielle. Mais une guerre réelle, profonde, inscrite dans le béton d'un bâtiment renommé. Ces trois éléments, les photos, la commémoration empêchée, le bâtiment rebaptisé, dessinent les contours d'un conflit qui n'est pas une simple querelle familiale. C'est un conflit pour la mémoire, pour la légitimité, pour le récit de la famille Biya. Et dans un régime présidentialiste comme le Cameroun, le récit de la famille présidentielle est indissociable du récit du pays. Mais ce n'est pas tout. Parce que cette guerre de symboles a une dimension que nous n'avons pas encore abordée. Une dimension politique, stratégique, qui transforme cette querelle familiale en menace pour la stabilité de l'État. Partie 3, révélation et décryptage, 2 réseaux, un trône, aucun testament. Jusqu'ici, nous avons parlé de photos et de bâtiments. Maintenant, parlons de pouvoir. Parce que derrière la guerre sentimentale entre Franck et Chantal, il y a une guerre politique d'une ampleur considérable. Une guerre de réseau, d'alliance, de positionnement dans les arcanes de l'État camerounais. Et c'est cette dimension-là qui transforme une querelle familiale en bombe à retardement national. Commençons par Chantal Biya. Selon Jeune Afrique, Paul Biya, sensible au sentiment d'insécurité manifesté par son épouse, la conforte dans son besoin de s'entourer de fidèles prêts à la défendre. Comprenez ce que cela signifie concrètement. Chantal Biya, depuis des années, a constitué autour d'elle un réseau de loyaux. Des hommes et des femmes qui lui doivent leur position, leur influence, leur accès au cercle du pouvoir. Des fidèles placés dans les ministères, dans les entreprises publiques, dans les institutions de la République. Des relais qui lui permettent non seulement de se protéger des manœuvres de Franck, mais aussi d'exercer une influence réelle sur les décisions qui engagent l'État. Nous avons évoqué dans un précédent décryptage, notre vidéo sur le blocage du gouvernement, que l'influence de la première dame serait désormais celle d'un acteur politique à part entière. L'enquête de Jeune Afrique vient confirmer et approfondir cette analyse. Ce n'est pas une influence récente. C'est le fruit de 30 ans de construction patiente, méthodique, de réseaux d'influence au sein des institutions camerounaises. Et en face, Franck Biya. Franck Biya n'est pas sans ressources. Loin de là. Jeune Afrique révèle que Paul Biya, dans sa politique d'équilibre, veille à ne pas marginaliser son fils, allant jusqu'à promouvoir certains de ses proches au gouvernement ou à la tête d'entreprises publiques. En d'autres termes, le père donne à son fils des gages, des positions, des alliés institutionnels. Pour qu'il ne soit pas complètement exclu du jeu. 2 réseaux, donc.
Deux camps soigneusement construits et soigneusement équilibrés par un président qui, manifestement, refuse de choisir entre sa femme et son fils. Entre la loyauté conjugale et la loyauté filiale. Et cet équilibre, cette politique de « donner à chacun un peu pour que personne ne soit totalement exclu » est, selon Jeune Afrique, non pas une solution mais un piège. Un piège qui n'apaise pas les tensions mais les entretient dans un état de guerre froide permanente. Parce que dans un système présidentialiste aussi centralisé que le Cameroun, où tout le pouvoir remonte vers une seule personne, la question de la succession est existentielle pour chaque acteur du système. Chacun sait que le jour où Paul Biya ne sera plus là, les règles du jeu changeront radicalement. Et chacun sait que sa survie politique, peut-être même sa survie tout court dans certains cas, dépend de sa capacité à être du bon côté quand ce moment arrivera. C'est cette conscience aiguë de l'après qui transforme la rivalité Franck-Chantal en quelque chose de bien plus dangereux qu'une querelle de famille. Mais attendez. Parce que ce que Jeune Afrique révèle ensuite est peut-être la donnée la plus alarmante de toute cette histoire. Paul Biya n'a pas de testament politique. Pas de feuille de route. Pas de désignation d'un successeur. Pas d'indication, même vague, de ce que devrait être la transition après lui. Selon Jeune Afrique, ce conflit larvé pourrait n'être que la préfiguration des affrontements que beaucoup redoutent et qui pourraient éclater à la disparition du patriarche, lequel n'a jamais dévoilé les contours de son testament politique. Jamais. En 40 ans de pouvoir, Paul Biya n'a jamais publiquement indiqué ce qui devrait se passer après lui. Il n'a pas nommé de dauphin. Il n'a pas organisé de processus de succession. Il a simplement gouverné, an à présent, décennie après décennie, comme si la question de la succession était une question pour plus tard. Or, plus tard est arrivé. À 93 ans, Paul Biya est le plus vieux chef d'État en exercice d'Afrique. Et sans testament politique, sans feuille de route de transition, les deux camps qui se disputent son héritage, celui de son fils et celui de sa femme, sont condamnés à s'affronter dans le vide institutionnel que son silence a créé. C'est une situation extraordinairement dangereuse. Et pour comprendre à quel point, il faut regarder ce qui s'est passé dans d'autres pays africains quand ce type de vide successoral s'est produit. Sans nommer les pays pour ne pas faire de comparaisons injustes, l'histoire récente du continent africain est jalonnée d'exemples où l'absence de mécanismes clairs de succession a provoqué des crises violentes, des coups d'État, des guerres civiles. Des pays qui avaient toutes les ressources pour être stables, et qui ont sombré dans le chaos parce que la question de « qui vient après » n'avait pas été organisée, planifiée, institutionnalisée. Le Cameroun est-il à l'abri de ce scénario? La question mérite d'être posée. Et sa réponse honnête, lucide, n'est pas rassurante. Partie 4, analyse satirique approfondie, quand le palais devient un télénovela d'État. Permettez-moi maintenant de dire les choses telles qu'elles sont. Avec la précision du journaliste et le regard du Camerounais qui aime son pays. Il y a quelque chose de profondément surréaliste dans ce que l'enquête de Jeune Afrique révèle. Quelque chose qui, si on devait le résumer en une phrase, donnerait ceci. Pendant que 30 millions de Camerounais se battent pour survivre, les cercles du pouvoir à Etoudi se battent pour des photos. Des photos accrochées et décrochées des murs. Des bâtiments renommés. Des cérémonies de deuil bloquées. Si cette histoire se passait dans une famille ordinaire, disons dans un quartier de Yaoundé, à Mundi ou à Biémassi, on dirait que c'est une querelle de ménage. On conseillerait aux protagonistes de consulter un médiateur familial, peut-être un pasteur, peut-être un oncle sage. On dirait que les adultes doivent apprendre à dépasser leur rancœur. Mais cette querelle ne se passe pas dans un quartier ordinaire. Elle se passe dans le palais présidentiel d'un État souverain. Elle implique des réseaux qui contrôlent des ministères, des entreprises publiques, des institutions. Elle a des répercussions directes sur les nominations, les budgets, les politiques publiques. Elle absorbe l'énergie et l'attention d'un chef d'État à l'heure où son pays a besoin de toute sa concentration. Et c'est là où la situation bascule du domaine du tragicomique dans celui du grave. Parlons maintenant de ce que cette guerre coûte réellement au Cameroun. Chaque fois qu'une nomination est bloquée parce qu'elle favoriserait un camp au détriment de l'autre, c'est un poste stratégique qui reste vacant ou occupé par un intérimaire sans pouvoir réel. Chaque fois qu'une réforme est retardée parce qu'elle risquerait de renforcer la position d'un réseau adverse, c'est une opportunité de développement perdue. Chaque fois que l'énergie du palais est absorbée par la gestion de cette guerre interne, c'est autant d'énergie qui n'est pas consacrée aux vraies urgences du pays. Et les urgences, au Cameroun, ne manquent pas. La crise dans les régions anglophones, nord-ouest et sud-ouest, dure depuis 2016. 10 ans bientôt. Des milliers de morts. Des centaines de milliers de déplacés.
Des enfants qui ont grandi sans école dans des régions entières. Cette crise aurait-elle pu trouver une solution plus rapidement si toute l'énergie politique du palais n'avait pas été absorbée par d'autres batailles? C'est une question à laquelle personne ne peut répondre avec certitude. Mais la question mérite d'être posée. L'économie camerounaise, qui stagne quand elle ne recule pas. Un taux de chômage des jeunes qui, selon diverses estimations, dépasse les 30% dans certaines régions. Une inflation qui ronge le pouvoir d'achat de ménages déjà fragiles. Ces problèmes nécessitent des réformes courageuses, des décisions difficiles, un leadership assumé. Peut-on exercer ce leadership quand le palais est un champ de bataille? Mais ce qui me frappe le plus dans cette histoire, c'est autre chose. C'est la dimension dynastique de tout cela. Parce que au fond, qu'est-ce que la guerre franco-chantale, sinon la manifestation d'un problème plus profond, le fait que le Cameroun fonctionne depuis des décennies comme une monarchie républicaine? Un régime où les institutions formelles, la Constitution, le Parlement, les partis politiques existent sur le papier mais où le vrai pouvoir se joue dans les chambres du palais, dans les dîners familiaux, dans les rapports de force entre le fils, la femme et le père? Dans une démocratie réelle, la question de la succession ne se joue pas dans la famille du président. Elle se joue dans les urnes, dans les partis, dans les institutions. Le président part, les institutions restent, le processus démocratique produit un successeur. Simple. Prévisible. Stabilisateur. Mais quand, pendant 40 ans, un pays a appris à organiser sa vie politique autour d'une seule personne, les institutions s'atrophient. Elles perdent l'habitude de fonctionner seules. Elles deviennent dépendantes. Et quand la personne autour de laquelle tout était organisé venait à disparaître, les institutions, trop longtemps en mode veille, ne savent plus quoi faire. C'est le paradoxe tragique du système Biya. Plus il a duré, plus il a fragilisé les institutions censées lui survivre. Plus il s'est maintenu, plus il a rendu difficile son propre remplacement. Et dans ce contexte, la guerre franco-chantale n'est pas une anomalie. Elle est le symptôme. Le symptôme d'un système qui n'a jamais résolu la question fondamentale de sa propre pérennité. Qui n'a jamais construit les mécanismes institutionnels capables d'organiser une transition en douceur. Qui a préféré la personnalisation du pouvoir à son institutionnalisation. Permettez-moi une image. Imaginez un pont. Un pont qui a été construit autour d'un seul pilier central énorme, massif, apparemment solide. Pendant des décennies, ce pont a tenu parce que ce pilier tenait. Et tout le monde savait que ce pilier était le seul soutien du pont. Mais personne n'a jamais pris le temps de construire des piliers supplémentaires, de renforcer les fondations, de s'assurer que si le pilier central venait à fléchir, le pont ne s'effondrerait pas. Ce pilier central, au Cameroun, c'est Paul Biya. Et les piliers secondaires qu'on n'a jamais construits, ce sont les institutions, la justice indépendante, le Parlement fort, les partis politiques structurés, les mécanismes de succession clairs. Franck et Chantal, chacun de son côté, essaie de devenir le nouveau pilier central. Chacun construit ses réseaux, place ses fidèles, accumule ses ressources de pouvoir. Mais aucun des deux ne construit les piliers secondaires. Aucun des deux ne s'emploie à renforcer les institutions. Parce que dans leur logique, une logique héritée du système dans lequel ils baignent depuis des décennies, le pouvoir est toujours personnel, toujours centralisé, toujours incarné dans une personne plutôt que dans une institution. Et c'est là le vrai drame. Non pas la guerre entre Franck et Chantal. Mais le fait que quelle que soit l'issue de cette guerre, le Cameroun risque de se retrouver avec le même modèle de pouvoir hyper-centralisé, hyper-personnalisé, fragile dans sa dépendance à un individu plutôt qu'à des institutions. Une dernière chose que je veux souligner. Il y a, dans cette histoire, des millions de Camerounais qui ne connaissent pas Franck Biya. Qui ont entendu parler de Chantal Biya mais sans jamais avoir de certitude sur son rôle réel. Des millions de Camerounais qui se lèvent chaque matin, qui prennent leur moto-taxi, qui tiennent leur petit commerce, qui envoient leurs enfants à l'école ou qui n'ont pas les moyens de les y envoyer sans avoir la moindre idée des batailles qui se jouent dans les couloirs du palais. Ces Camerounais-là, ils méritent mieux. Ils méritent un État qui pense à eux. Des institutions qui fonctionnent pour eux. Des dirigeants, quel que soit leur nom, quelle que soit leur famille, qui placent l'intérêt du pays au-dessus de leurs ambitions personnelles. Et c'est en leur nom, finalement, que cette question de succession est si importante. Parce que quand le palais tremble, c'est toujours le peuple qui subit les secousses. Conclusion, l'héritage incertain d'un palais en guerre. Voilà l'histoire que Jeune Afrique a eu le courage de raconter.
30 ans d'une guerre familiale qui a commencé avec un refus, un fils qui ne voulait pas de cette belle-mère. 30 ans de photos arrachées, de noms effacés, de deuils empêchés. 30 ans d'une guerre froide entretenue par un président qui ménage tout le monde, qui arbitre sans vraiment arbitrer, qui équilibre sans vraiment pacifier. Et au bout de ces 30 ans, une situation explosive. 2 réseaux construits dans l'ombre. 2 camps prêts à s'affronter. Un pays de 30 millions d'habitants dont l'avenir dépend, en grande partie, de la façon dont cette guerre se résoudra ou ne se résoudra pas. Et pas de testament politique. C'est peut-être le fait le plus lourd de conséquences que cette enquête révèle. Après 40 ans de pouvoir, Paul Biya n'a jamais dit ce qui devrait se passer après lui. Il a laissé la question ouverte. Il a laissé les camps se constituer, les tensions s'accumuler, les institutions s'affaiblir. Et le jour où cette question devra trouver une réponse, ce jour qui se rapproche, selon toutes les logiques humaines, elle devra se trouver sans guide, sans feuille de route, sans le moindre cadre institutionnel solide. C'est dans ce vide que les risques les plus sérieux se nichent. Alors voici la question que je vous pose, à vous qui regardez cette vidéo, à vous qui aimez ce pays ou qui vous intéressez à son avenir. Quand un pays n'a pas de mécanisme clair pour gérer sa propre transition, qui est responsable, les acteurs du pouvoir qui n'ont pas construit ces mécanismes, ou le peuple qui ne les a pas exigés? Répondez dans les commentaires. Partagez ce décryptage. Parce que comprendre comment le pouvoir fonctionne, c'est la première étape pour exiger qu'il fonctionne mieux.